Salut Yutput, merci d'être venu avec nous ce soir. Salut à tous, Du coup, ravi d'être là. ça fait longtemps que. T'as fait beaucoup de live ou pas? Ou c'est ton premier? Oh, c'est mon premier live. C'est ton premier? Ah, c'est cool. Donc, t'es dev? T'es développeur, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis développeur. Je peux me présenter succinctement. Vas-y, vas-y. Donc moi, je suis développeur depuis 12 ans. Développeur classique, j'ai fait aussi bien des applications de bureau, applications web, mobile. J'étais un peu dans les technologies de Microsoft, .NET C Sharp. Et disons que j'ai découvert la crypto il y a quoi, un peu plus de 2 ans, D'accord. en plein bull run. Et donc j'ai commencé, je pense, quand même beaucoup par investir dedans. Je suis tombé dans le FOMO. Et donc, d'ailleurs, mon petit s'ensuit, se réveiller à 4 heures du mat pour suivre le cours de la crypto qu'on a acheté. On commence à acheter des shitcoins sur PancakeSwap. Ah, je rigole parce que j'ai fait pareil. Et ouais, non, c'est ça. Et alors, dès qu'on voit qu'il y a un nouvel token, il va être émis à 15 heures. On est là, on a un temps devant son PC à 15 heures et tout. Non, c'était beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Et à la fin, tant que le bull run, tant qu'il y avait le bull run, ça allait, on gagnait de l'argent, quoi. Puisque au pire, sur les shitcoins, on perdait. Sur les stable, enfin pas les stablecoins, mais sur les coins un peu plus classiques, ça montait. Donc voilà, c'était assez simple. Mais bon, je perdais beaucoup de temps avec tout ce qui était ça, donc soit payer les shitcoins sur PancakeSwap et autres. Ouais. Et je dormais mal la nuit aussi à cause de ça. Mm. Et je me suis dit, mais je suis un peu bête parce que au lieu de perdre mon temps avec tout ça, moi j'ai des compétences de développeur, autant miser dessus et me lancer dans le développement sur tout ce qui est blockchain. Au moins, je serais gagnant à coup sûr au lieu de faire mon temps bêtement et perdre mon argent bêtement, quoi. Mais c'est marrant parce Voilà, que voilà. le nombre de personnes qui a cette histoire, dont moi, hein, j'en fais partie aussi, hein, de cette histoire de. Allez, j'ai commencé au bull run, j'étais sur PancakeSwap avec, sur la blockchain de Binance. Voilà, on a attendu, voilà, on a fait nos premières armes là, après on a exploré un peu la blockchain. C'est toujours la même histoire. Et franchement, c'est vrai, on a tous perdu de l'argent. Ça, c'est marrant aussi, ça. Parce qu'on a tous été bull run, genre, oh, c'est bon, c'est maintenant. Alors qu'on a FOMO, grave. Oui, c'est ça. On a grave FOMO, on a investi, Ouais. on est tout en haut, donc voilà. Non, mais c'est cool. Ouais. Du coup, c'est trop Oui. drôle. Et du coup, tu disais que tu étais développeur, donc tu es vraiment maintenant développeur, ce qu'on discutait un peu entre nous, mais vraiment développeur dans blockchain, sur Solidity, c'est ça? Alors, par contre, excuse-moi, Oui. ce soir, moi je suis vraiment nul en dev, donc je vais te poser des questions, mais alors des questions nulles à chier, j'en suis certain, mais voilà, c'est dans le but vraiment voilà, que tout le monde comprenne au maximum. Euh, d'accord, bah pour expliquer ça un peu, je suis plutôt donc Solidity qui est le langage de smart contract pour Ethereum et le blockchain IVM compatible. D'accord. Donc c'est toutes les blockchains qui peuvent faire tourner des smart contracts, Solidity et autres. En fait, le VM c'est, ouais, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un paquet de blockchains qui permet de ça. Il y a celle de la Binance, typiquement, donc Binance Smart Chain où il y a PancakeSwap et autres, Ethereum, Polygon, Phantom, Avalanche, et pratiquement 80% des L2 qui sont sur Ethereum, maintenant Arbitrum, Optimism, la nouvelle de Coinbase Base, et plein d'autres D'accord. dont j'ai pas entendu parler que vous aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de blockchains, c'est assez dingue. De toute façon, on s'intéresse, on se rend compte qu'il y a pratiquement une blockchain par mois qui est lancée, quoi. Dernièrement, justement, j'ai travaillé pour les TLS Global Paris, j'avais fait mon hackathon sur celle de MetaMask, qui est Linea, D'accord. qui est une L2 aussi. Tu peux nous rappeler ce que c'est? C'est un hackathon, c'est ça? Oui, c'est un hackathon. Attendez 2 secondes, Pas de j'arrive. soucis, pas de soucis, vas-y. Sûrement les enfants, on connaît ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure j'ai viré ma fille. J'ai dit, va dans la cuisine. Oui, non, on n'a pas vu, mais dis-moi, tu te souviens le nom je ne sais plus si Excusez-moi. Ouais, pas de soucis. Mets un Oui, commentaire, oui, ouais. Ouais, disons, non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est les enfants, j'imagine.
Oui, c'est ça. Tout pareil. C'est toujours compliqué, surtout ouais, la Star-ci. Ah oui, oui. Et je disais oui sur en fait il y avait le THCC à Paris Ouais, ça on a entendu et parler. derrière ils ont été enchaînés en fait par un hackathon qui était le TH Global Paris où il y avait plein de sponsors et de prêts gagnés, donc il y avait D'accord. beaucoup de groupes, il y avait Wallet Connect, MetaMask, quelques blockchains comme Neosys. Ok. Qui c'est qu'il y avait? Bon, il y en avait pas mal en tout cas d'entreprises, de grosses entreprises du secteur qui étaient là et donc Et c'est quoi, il y a pas c'est que mal de les choses devs? à faire. C'est que les devs, c'est ça? Pratiquement, je dirais 80%. Après, il peut y avoir des gens qui ont un autre rôle que dev, mais disons que l'utilité sur le projet n'est pas le même. D'accord. Donc quand voilà, on n'est pas dev, on peut aider, mais je veux dire sur un hackathon de 2 jours, l'aide qu'on apporte n'est pas substantielle. D'accord. Voilà. Moi, je posais la question parce que je pensais que le hackathon c'était quelque chose sur, tu vois, sur internet où, tu sais, des fois tu as des hackers qui viennent pour tester le système, tout ça, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est le nom, le nom est mal choisi, parce que même moi, la première fois que je suis allé, mais pourquoi ça, ils ont choisi hackathon, parce que ça avait pensé à hacking, quoi, mais c'est dans notre sens, plus dans le sens où on va aller, là, on va passer 2 jours à coder sans dormir pratiquement, et voilà, quoi. Ouais, il y en a des plus ou moins longs, celui-là, ceux qui durent, 24, 48 heures, souvent, il y a des gens qui dormaient, il y a beaucoup de personnes qui dormaient sur place. Par exemple, il y avait des gens du monde entier aussi sur Paris. D'accord. Et donc, il y avait pas mal, d'après je compris, la nuit, il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient restées, mais pas énormément de place. Et c'était dans quel but en fait enfin, vous codez toute la nuit dans quel but en fait? C'était pour remporter des prix, et comme ça, il y avait des trucs qui étaient donnés, et il fallait donc soumettre les projets suivant des technologies prédéfinies, des bounties prédéfinis. Ah oui. Ah, stylé, ça je connaissais pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque brand qui était là, MetaMask, Wallet Connect, après il y avait beaucoup de justement des ZK Rollup, des projets autour, et ils étaient chacun avec leur bounty. Donc, je sais pas si vous connaissez par exemple, il y avait la blockchain Mina. Ils disaient, par exemple, vous créez une application avec des smart contracts sur Mina, et vous avez une chance de gagner un prix suivant l'intérêt de votre application. Et après, vous pouvez faire une application qui utilise plusieurs technologies. Vous pouvez faire une application qui va utiliser la blockchain Linéa, qui va utiliser The Graph, parce qu'il y avait aussi The Graph qui était là, qui utilisait par exemple des smart contracts de Neosif ou une technologie de Neosif. Et en fait, vous pouvez après derrière demander d'appliquer votre candidature à chaque bounty où vous avez sur lequel votre projet marche, quoi, fonctionne. C'est un truc de dingue, j'ai l'impression que c'est un concours, tu sais, genre meilleur cuisinier de France en dev quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais bon, après, les gens ils arrivent plus ou moins préparés en équipe et autres, parce que normalement, on doit commencer les projets sur le jour même et faire ça en 48 heures, même pas. Je crois que c'était à peu près c'était un peu plus de 24, je crois, c'était 24, ça devait être presque 36 heures. Mais bon, il y en a qui présentent des projets. Moi, j'étais avec quelqu'un, il me disait typiquement ça n'a pas été fait pendant le hackathon, quoi. Ils n'ont pas pu faire ça en si peu de temps. Donc des fois, il y a des gens, je pense, ils arrivent préparés. Normalement, on n'a pas le droit, mais bon. Ouais. Je veux dire, après, des fois, c'est dur à prouver que la personne, voilà, n'a pas commencé aujourd'hui, et voilà. Ah, c'est un truc de fou quand même. Bah, franchement, là, c'est gros truc. Je connaissais pas, et là, je tombe quand même des news. Je dis, ouais, il y a quand même des mecs qui disent, je suis le meilleur codeur, quoi. C'est moi le meilleur codeur, tu vois. C'est un truc de fou. Ouais, moi c'est surtout que après ceux-là, il n'y a pas énormément d'argent à gagner, mais il y en a eu des énormes en ligne. Il y a celui-là typiquement pour Solana, ils en ont fait un il y a, je crois que c'était au mois de juin, de Réséton, et je crois qu'il y avait pour 5 millions de récompenses au total. Purée. Ouais, Ripple, actuellement il y en a un sur Ripple online, et en fait les qualifs, ils gagnent 10 000 $, je crois, en se qualifiant, mais la finale, celui qui remporte la finale, c'est 140 000 $. C'est un truc de malade. Franchement, je m'y attendais pas. Donc, non, ouais, non, il y en avait, et encore là, je trouve que cette année ça paye moins bien, mais
Il y avait un an ou deux, quoi, il y avait même Polygon, tu gagnais, je crois, le premier gagnait 10 ou 20 000 dollars par catégorie. Mais il y avait plusieurs catégories, donc il y avait plusieurs personnes qui gagnaient 20 000 dollars. Donc c'était ouais, les scènes étaient un peu plus conséquentes. Et sur les hackathons, bah là, il y avait Grizzly Pond de Solana qui était pas mal. Il y avait, je crois, aussi la blockchain Flow qui en avait fait un, je crois, il y avait 500 000 dollars de récompense. Et après, en fait, suivant les hackathons, c'est certains en fait vont faire en sorte d'avoir des projets qui puissent lancer par la suite. Donc, ils vont pas donner ça en une fois. Ils vont dire, bah, on vous donne alors, en finale du hackathon la récompense. Et après, au bout de 6 mois, si votre projet continue, qu'il évolue bien, on vous redonne notre partie, on débloque notre partie de la somme. Ça dépend du type. Bah, Le but derrière aussi, c'est de lancer des projets, quoi. c'est ce que j'allais dire. En fait, le but, c'est de se faire remarquer, en fait, d'être bon et que, en fait, les marques, les entreprises comme MetaMask, etc., enfin, ils ciblent, ils ont dit, ah ouais, ils t'ont trigger, ils ont dit, ouais, lui, je le veux dans mon équipe, Ouais, et voilà, quoi. oui, en fait, ça va donc ça, dans les deux sens. Ça peut aller être aussi pour faire chasser des personnes, pour trouver justement recruter de nouvelles personnes, ou ça peut être justement pour lancer des nouveaux produits sur sa blockchain ou qui utilise son produit en disant, bah, si on a un projet qui marche, d'ailleurs, bah, nous, comme nous vont utiliser notre blockchain, bah, c'est ça un intérêt pour nous. Donc, c'est un bon moyen derrière aussi de lancer des projets sur la blockchain. Et s'il y a un projet intéressant derrière, bah, de continuer à le financer et à le pousser pour qu'il sorte. Mais ouais, il y a des projets justement qui ont été lancés, j'ai vu, qui venaient d'anciens, enfin, maintenant c'était des sponsors, mais ils avaient gagné des hackathons typiquement. Des fois c'est ça, il y avait un projet, je crois, ça s'appelle Push Protocol, qui avait gagné un hackathon, je crois, sur Polygon. Et maintenant c'est devenu une entreprise à part entière et qui était sponsor sur ce hackathon. Et je crois c'est pas les seuls projets qui ont été des hackathons à l'origine. Il y a des gros projets, c'était comme ça au départ. Ok. Bah, franchement, c'est balèze. Hein. En vrai, c'est vraiment, vraiment balèze, quoi. Ouais, après, ça n'existe pas que dans ce domaine-là, ça existe depuis un moment. C'est les mêmes choses aussi, ils appellent ça des game jams, où ils font des jeux vidéo aussi en 24 heures, 48 heures. Et pour tous les domaines. Alors, j'ai vraiment pris un truc ce soir. Là, je savais vraiment pas que ça. Moi, je connaissais les game jams, ça existe depuis très longtemps. J'ai jamais participé, mais disons que vraiment, depuis que j'ai mis la blockchain, c'est aussi un moyen de faire du réseau, quoi. C'est là que j'ai commencé vraiment cette année à en faire. J'en avais fait quelques-uns en ligne. Et vraiment cette année, je suis commencé à y aller physiquement. J'avais fait celui-là de Jimmy Table, la blockchain. Enfin, c'est pas vraiment une blockchain, c'est un projet plutôt sur Starkware, je crois. Et j'ai fait aussi ici, là, Global Paris en présentiel. D'accord. Et après, on verra. Parce que, en fait, ETH Global, ils ont leur hackathon et ils en font un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y en a un prochain, il est à New York en présentiel et après à Istanbul. Ok. Mais avant ça, ils étaient à Lisbonne, par exemple. Ils font donc vraiment le tour du monde entier, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Et toi, ça va là-dedans? Tu te situes comment? Ouais, ça va. Bah, moi, après, souvent, j'y vais un peu en mode solo parce que j'ai pas vraiment de team, des gens avec qui je travaille. Et bon, souvent, après, être en team, ça donne quand même un certain avantage, quoi. On peut facilement se splitter les tâches et chacun travaille sur une partie du projet. Et disons qu'il faut trouver aussi une team qui nous correspond et des projets qui nous correspondent parce que des fois, on parle de projets, c'est pas forcément intéressant en soi pour soi-même. Le projet il peut avoir du sens, mais on n'est pas forcément intéressé par le domaine. Et voilà. Donc moi j'essaie de cibler des choses qui m'intéressent. Comme ça je travaille dessus. Et si jamais ça fonctionne, bon, moi je peux continuer à travailler sur un truc qui me plaît. Et pas me retrouver à travailler sur un projet. J'ai juste fait ça en 2 jours et qu'au final je dois continuer à travailler dessus, mais ça m'intéresse pas. Ouais, je vois un peu, ouais. De toute façon, on est tous un peu pareil. C'est pareil, des fois j'ai des projets et enfin. Je commence 2 jours, au bout d'un mois, je vois pas, je le sens pas, j'arrête, puis ça va pas m'intéresser. Et moi, quand il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je continue pas. Enfin, j'ai du mal à continuer des mois entiers si ça m'intéresse pas, quoi. Oui, après, j'en ai discuté avec pas mal de Français. Il y a eu pas mal de projets intéressants sur le hackathon. Il y avait des petits jeunes, par exemple, à côté de moi, ils faisaient faire un échange de fichiers anonymes en utilisant les ZK Rollup, en fait, ce qui permettait derrière en fait toutes les blockchains là en L2, il y en a beaucoup qui sont zéro knowledge proof, typiquement Polygon, ZKVM, Starknet je crois qu'il l'est. Donc, il y en a pas mal maintenant en L2 qui le sont.
En fait, ils permettent de prouver l'identité d'une personne sans donner toutes ses infos en fait personnelles. Mais elle va dire que c'est telle personne. Oui, je confirme que c'est telle personne, mais je vais pas te confirmer, dire son nom, son prénom ou autre. D'accord. Et ça permet de garder un certain anonymat. Il y en a un, j'ai vu typiquement sur Mina, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un peu un tornado cash sur Mina comme ça, en projet testnet. Et donc en fait, ça permettait de déposer de l'argent avec un compte et le retirer avec un autre compte, mais tu sais pas que c'est qui les a déposés, qui les a vraiment retirés. Enfin, c'est un peu obscur tout ça, un peu comme Tornado Cash, quoi. Ça permet de casser les liens entre, ouais, quand tu veux déposer sur un compte, tu veux utiliser la blockchain, mais tu veux pas qu'on sache que ça soit toi. Mais en fait, tu transfères d'un compte à l'autre, mais sans qu'il y ait un lien sur la blockchain, parce que la plupart du temps, les transactions, on les voit, quoi. À part passer par Monero ou autre chose. On voit que telle personne a envoyé l'argent à cette personne. Et même si tu passes par un autre mécanisme, tu as toujours moyen de revoir dans les logs ou autres les transactions. Que en Zero Knowledge, ça permet d'offusquer un peu tout ça. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Du coup, bah, attends, une petite question. Laurence, ordinal de Bitcoin, tu peux aussi faire des smart contracts? Actuellement, non, je crois que tu peux faire. En fait, tu as des fonctions prédéfinies. Je crois que tu as maintenant, tu peux émettre je crois qu'il y a plusieurs types. Je crois que tu as l'équivalent d'un ERC20, donc des espèces de crypto un peu comme on fait sur Ethereum. Donc, on veut lancer par exemple le Shiba Inu, le PP, ces tokens qui ont été lancés dernièrement. On peut faire un équivalent sur, d'après ce que j'ai compris, sur Bitcoin. Mais disons que il n'y a pas vraiment encore d'échange pour faire un peu comme sur PancakeSwap. On prend des bitcoins, on va acheter des ERC20, enfin des BRC20 pour le coup. Il y a la même chose aussi pour les NFT. Je crois qu'il y a l'équivalent du NFT qu'on a sur Ethereum. Et il y a aussi mais par contre, il y a aussi je crois l'Ordinals, qui est un autre type, si je ne me trompe pas, c'est l'Ordinals, qui pour le coup, lui, vraiment stocke les données dans la blockchain, contrairement à un NFT sur Ethereum et autres blockchains, où l'image, par exemple, est stockée sur IPFS, sur un site en ligne ou autre, n'importe où, mais pas sur la blockchain, enfin rarement parce que c'est très cher, c'est trop coûteux. Là, pour le coup, c'est vraiment stocké sur la blockchain Bitcoin, donc en fait, on émet, je crois, un SAT. En fait, ça reste un Bitcoin, quoi, enfin, l'unité minimum du Bitcoin, le SAT, mais derrière, avec des infos rattachées à ce SAT. Et donc, on peut rattacher vraiment pour le coup, et ça a désaturé justement le réseau Bitcoin il y a quelques semaines ou quelques mois de ça, où tout le monde s'est amusé à sortir des collections où vous en minté 100, 150, sauf qui prenaient à cause de ça toute la place dans les transactions. Les gars se sont envolés. Et c'était voilà, pour faire une transaction, ça coûtait beaucoup plus cher qu'avant et ça mettait un temps fou, quoi. On pouvait se retrouver à faire une transaction et attendre 2-3 heures, quoi, pour qu'elle passe. Parce qu'ils étaient en train de saturer le réseau avec leurs choses. Et je crois que même Bitcoin Lightning, il ne fonctionnait plus à cause de ça. Parce que les frais étaient devenus trop importants. Donc la L2 s'est arrêtée, quoi. Donc on pouvait plus vraiment utiliser le réseau, quoi. C'était compliqué. Ah, je me souviens Il y a quelques semaines où c'était marqué quand tu voulais faire une transaction Bitcoin, c'était marqué réseau saturé, essayer plus tard, tu vois, et tu revenais 2 jours après, c'est toujours pareil, c'était putain, c'est... Et après, en parallèle, tu t'entendais les gens dire, ouais, j'ai acheté un ordinal, j'ai acheté un grenouille sur... un ordinal grenouille, machin. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tous ces cons-là, en fait, qui font planter le réseau. Ouais, c'est tous ces gens qui mintaient à foison parce que ouais, il y avait de l'argent à se faire, c'est toujours pareil. Et donc ils sont saturés les réseaux, résultat, Bitcoin c'était devenu pratiquement inutilisable et la clim ne marchait, je crois, plus du tout. Donc ça commence à poser des problèmes quand tu peux même plus utiliser la cling, parce que c'est vraiment, je trouve, une solution intéressante pour le paiement, mais là, on voit les limites un peu des L2 quoi, sur Bitcoin. Ouais, c'est vrai. Et c'est le but, je crois que le but aussi à terme, c'est que les L2, je crois qu'il y avait RGB ou je sais plus quoi, qui voulaient lancer des smart contracts, mais sur les L2, pas directement sur la Bitcoin. Mais sur Bitcoin, tu peux quand même faire un minimum de programmation sur, par exemple, tu peux faire en sorte que faire du multisig ou dire, moi je débloque pour telle adresse au bout d'une semaine ou 2 semaines ou un mois. Et au bout d'un mois, la personne aura accès au fond. Il y a des petits trucs qui sont permis, mais c'est pas très évolué, quoi. Ça permet de retarder et je sais un peu pas vraiment. la transaction, quoi.
En fait, ça permet quand même de coder un minimum. Il peut coder quelques infos, mais je sais pas du tout comment ça s'implémente. Mais ça peut être intéressant dans le cadre, par exemple, typiquement, si tu as peur de perdre ta clé, ou si jamais t'arrive quelque chose et que tu veux que ces fonds soient disponibles pour quelqu'un d'autre, tu peux faire en sorte de débloquer, dire, bah moi, au bout d'un mois sans transaction, un an, automatiquement, l'argent peut être récupéré depuis une autre adresse Bitcoin. Je crois il y a ce genre de choses qui sont permises, mais je peux pas t'en dire plus. Je me suis renseigné un petit peu dessus, mais disons que c'est pas aussi évolué que ce qu'on peut faire avec des smart contracts sur Ethereum, en tout cas, pour le moment. Ok. Mais bon, Ouais, ça marche. Ça répond à ta question, Laurence? C'est ok. Ah, super. Super, super. Bon, ok, ça marche. Bah, du coup, on va revenir vers toi. Du coup, tu travailles sur quel projet en ce moment? Bah là, je suis en train de travailler sur je refais un hackathon en ligne. Donc, enfin, j'hésitais entre plusieurs projets. Là, je pense que je vais partir sur la blockchain base. En fait, c'est sur l'hackathon, c'est principalement sur les blockchains dérivées d'Optimism. Je sais pas si vous connaissez Optimism, qui est une L2 c'est Optimism, je crois le nom, enfin, ça se prononce Optimism, d'après ce que j'ai compris, mais c'est Optimism. C'est une des L2 sur Ethereum, une des plus grosses. Je crois qu'Arbitrum, c'est celle qui a le plus de volume, mais après, je crois que c'est Optimism, qui sont des Optimism Rollup, qui est une autre technologie différente du Zeta Rollup. Et donc, eux, en fait, ils permettent de pouvoir déployer facilement sa L2. En fait, ils te fournissent tout ce qu'il faut, si tu veux. Tu peux créer ta blockchain à partir de leurs outils qui fonctionnera comme Optimism et qui sera une L2 Ethereum. Et donc, il y a déjà deux autres blockchains, je crois, qui utilisent leur SDK. Il y a Zora, qui est plutôt orienté NFT. Donc, ils veulent vraiment, eux, être un peu tout ce qui est NFT. Donc, ils donnent tout un tas d'outils pour minter ces NFT sur la blockchain, déployer des smart contracts des 721, 1155. Je crois qu'ils ont déjà des marketplaces en place et permettent aussi derrière de financer tout un tas d'outils pour créer des transactions sur des autres marketplaces style OpenSea ou autres, interagir avec d'autres NFT. Et il y a celle de Base, de Coinbase justement, qui ont créé justement, c'est avec le SDK de Optimism, ils ont créé leur propre blockchain qui est Base. Et donc, ils participent aussi à ce concours où, enfin, ils donnent des dotations suivant ce que tu produis sur leur blockchain. Et donc après, moi, j'essaie de viser un peu un truc transverse. Il y a Chainlink typiquement qui y participe. Je voulais juste faire, je pense, un order book, comme un order book, ce qu'on rencontre sur Binance, mais sur la blockchain base. Avec Chainlink, on peut avoir on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais on peut avoir les prix grâce à un oracle de certains assets, typiquement le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDC et autres, en fonction du dollar. Ça peut permettre derrière de faire des ordres et des stop loss et autres. Tu vois, je fais pas mal d'airdrop et c'est vrai que, sur pas mal de blockchains qui demandent, sur les testnets, il y a pas mal de choses où tu vois vraiment ça, des order books pour tester la blockchain et tout. Il y en a, enfin, j'en connais pas vraiment. Il y a GYGX qui lui pour le coup a été sur Starknet, qui est un des rares que tu peux bridge depuis Ethereum, qui est vraiment lui complet pour le coup. Mais disons qu'il y a le problème de la blockchain pour les order books, au-delà de la liquidité, parce qu'il y a ce problème de liquidité, disons que c'est pour avoir des infos fiables au niveau des prix des assets. En fait, tu pourrais faire en sorte de manipuler les prix pour faire en sorte que certains ordres passent ou pas. Donc une personne mal intentionnée qui a des gros fonds pourrait s'amuser à acheter un grand nombre par exemple d'Ethereum pour faire monter son prix et derrière les revendre dans la foulée et refaire descendre le prix et derrière d'enclencher des ordres, quoi. C'est arrivé ça déjà en plus, des manipulations de marché avec des gros montants, quoi. Oui, je crois que je me demande si Luna justement c'était pas une manipulation de marché. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était qui? C'était BlackRock, non? Qui avait liquidé, en fait, le but c'était de liquider les bitcoins de Luna ou je sais pas quoi. Il y a une histoire comme ça. Qui
qui a testé PancakeSwap, t'étais dans l'époque BSC, t'es arrivé, t'as testé. Je crois qu'il y avait BunnySwap, ça avait fait la même chose. Oui. En fait, ce qui s'est passé, il y en a encore un dernièrement qui s'est fait aussi, il y a eu la même chose. Je sais plus c'est lequel, mais il y a eu ça il y a cette année encore, hein, pour te dire que c'est malgré BunnySwap qu'il y a eu il y a 2 ans, il y en a eu plein qui ont fini pareil. Où derrière en fait, ils font un flash loan. Pour expliquer succinctement ce que c'est, il y a des protocoles comme AAVE, je crois. Il y a aussi Pancake sur Uniswap qui permettent, ou même PancakeSwap, qui permettent d'emprunter de l'argent pour qu'on le rembourse dans la même transaction avec des frais. Et la technique, ça consiste par exemple à emprunter $1 million à Uniswap, acheter pour $1 million de Uniswap. Et ce qui se passait, en fait, plus on en achetait, il y avait un calcul qui était fait, et plus le prix baissait, mais là, les quantités qui étaient achetées faisaient que le prix, je crois que le Bunny était à $200. La personne qui en a acheté, elle en a acheté pour pratiquement, en fait, elle a obtenu des millions de Bunnies qui représentaient, je crois, $200 millions, alors qu'elle l'a payé pour $1 million. Donc, elle avait pour pratiquement $200 millions de Bunny. Elle les a swappés donc dans la pool pour obtenir, je crois, des BNB. Et derrière, avec ces BNB, elle a obtenu pratiquement, je sais plus si c'était autant que 200 millions, mais disons 200 millions pour le calcul. Elle a obtenu ces 200 millions, elle a pu rembourser la million qu'elle a emprunté, égalé 199 millions. Pour 200 millions, 1 million plus, les 0,3% qu'ils demandent de commission. Mais, voilà, succinctement, ça marche comme ça. Quand on dit que la crypto Web3 c'est le Far West, bah ouais, là c'est complètement un braquage en fait. C'est ce qu'on appelle un braquage de banque, quoi. Mais moderne, version moderne. C'est un des problèmes justement de Solidity qui est assez permissif. Et donc on peut facilement faire du code qui accable. Et le problème c'est que si le hack n'a jamais été fait auparavant, quand vous codez, vous savez pas que c'est possible, vous mettez une faille de sécurité en place dans votre code, et hop, quelqu'un finit par trouver un jour ou l'autre, parce qu'il y a tellement d'argent à gagner. Vous hacker, quoi. Et maintenant, il y a plein de... Typiquement, BunnySwap, il y a eu les mêmes histoires, je crois, dernièrement, je sais plus c'est lequel, ils avaient manipulé le cours, mais il y en a un qui est tombé comme ça, il y a pas longtemps, j'ai vu. De la même façon, mais bon, je veux dire, là, ça s'est un peu fait exprès, au bout d'un moment. Je veux dire, il y a déjà eu des précédents, mais, ouais. Il y a eu aussi dernièrement, je crois, il y avait celui-là c'était AVE, je crois que c'était fait hacker. Ah oui. Mais là, c'était encore plus... Parce que grosse plateforme, AVE. Ouais, c'était... la personne avait récupéré... c'était la semaine dernière, je crois. Ah ouais, je suis même pas au courant, tiens. Merde. Passe à côté de ça. Ah, c'est ouf. Ah non, c'était Curve. Ah, Curve, d'accord. Parce que, ouais, AVE... En fait, je crois qu'il avait récupéré... Je crois qu'il avait récupéré... il avait récupéré plein mal de tokens... Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ah ouais, bah tu vois, en fait, moi je trouve que à ce niveau-là, quand tu fais une erreur, bon, quand ça arrive une fois, c'est une erreur, mais quand ça arrive plusieurs fois, après, c'est de la faute, hein. C'est une faute. Hein. Ah, mais là, c'est vraiment de la faute, hein. Ouais, en fait, après, ils avaient bloqué, je crois, les cures sur AV2 pour éviter que les personnes s'amusent à être liquidées et autres. Donc ça avait un tel impact, il y avait tellement de tokens cure sur AV que la personne pouvait faire chuter AV avec, quoi. Et donc ça avait bloqué parce qu'en fait ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, le problème c'est que je crois que le créateur de Curve il avait mis pas mal de tokens en collatéral sur AV. Et ce qui fait que quand la personne allait hacker, derrière, typiquement, ils auraient pu liquider un paquet de poules sur AV2, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas de limite à l'époque sur AV2. Et donc, le gars, il avait, je crois, des emprunts à 100 millions, même plus. Et bon, lui, il s'en fout, il a déjà récupéré ses GSD. Genre, même s'il se fait liquider, il s'en fout, lui, il a l'argent. C'est juste les curves qui sont liquidées, donc son token, il vaut plus rien. Mais donc, ils avaient un peu en panique. Et donc, et en fait, le hack, c'était assez outil parce que pour le coup, c'était un problème de compilateur sur Viper qui permet de faire des smart contracts sur les EVM, qui est un langage proche de Python qui permet de faire des smart contracts. Et sur une certaine version de Viper, il y avait un problème qui faisait que
quand tu compilais avec cette version-là, les reentrancies, je sais pas si tu connais les reentrancies, c'est pour éviter de rappeler une fonction quand tu appelles un smart contract. En fait, il était défaillant. Donc la personne, quand même pour savoir ça, c'est pas que elle allait des smart contracts, c'est qu'elle savait que cette version du compilateur avait un bug de compilation. Et il y en a certains qui se disent derrière c'est des institutions ou des choses comme ça, que c'est pas des petits, quoi. C'est pas un petit mec qui s'amuse à lire des smart contracts et à trouver un hack. Là ça commence. Mais il y a des groupes, je crois, il y a un groupe coréen de hackers sur la DeFi qui fait sortir pas mal de thunes vers la Corée du Nord. Je crois qu'il y en a un comme ça qui est connu pour ça. Et voilà, les hackers, c'est pas le gars dans son garage. Maintenant il y a des groupes. C'est des groupes d'institutions, quand c'est pas des pays maintenant, que les sommes en jeu. Sans doute, hein. Et bon, il y a. Ça déplaît, de toute façon, la crypto, ça plaît pas. Même s'ils essayent de l'adopter, entre guillemets, adoption, machin, non, ça plaît pas, je suis désolé, mais c'est en train de mettre en branle les banques. Les banques, c'est quoi? C'est le pouvoir d'un pays, hein. Faut pas se mytho, hein. Oui, mais là, je pense que c'est vraiment pour se financer, typiquement. Je pense pas que la Corée du Nord a fait ça parce qu'elle est contre la crypto. Au contraire, elle s'est dit, c'est un moyen de faire rentrer de l'argent. La Corée du Nord est bloquée surtout que derrière, je pense pas qu'ils peuvent acheter des dollars ou autre. C'est un moyen d'en obtenir. D'une façon qui reste quand même assez anonyme. Mais bon, même tout le monde sait que c'est des groupes qui sont assez connus, mais voilà, c'est aussi un moyen derrière de faire entrer des grosses sommes d'argent, parce que là, ils sont soutenus par l'État, et le but, c'est vraiment de récupérer des grosses sommes, parce que, comme tu dis, les hacks, c'est pas $100 000, c'est des hacks de plusieurs millions. Donc ça peut avoir un intérêt stratégique selon le type de pays ou autre. Ou des fois aussi, c'est possible un concurrent, tu veux faire tomber un concurrent, tu hacks sa plateforme, et voilà. Non, c'est. Il n'y a pas des. Il y a eu quoi dernièrement comme rien à voir avec un hack sur Uniswap. Ouais. Il y avait un bot avec le token de gouvernance Uniswap pour adopter un bridge. Pour dire qu'on va utiliser ce bridge de façon officielle. Et en fait, il y avait un bridge concurrent qui avait un paquet de tokens Uniswap et qui a pu voter contre la proposition. Genre, vous n'allez pas utiliser le produit concurrent. Ils avaient un token pour et de là se poser la question vraiment du pouvoir de vote, de la décentralisation de tout ça. En fait, c'est que derrière, il suffit qu'une entité a assez de tokens de gouvernance et elle peut voter ce qu'il veut, quoi. Ça soulève. C'est excellent. En fait, c'est comme si, je vais synthétiser pour les débutants, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans un village, tu vois. T'as un village, en fait, il y a une monnaie dans un village, et en fait, celui qui a plus de monnaie décide de ce qui va se passer dans le village. Donc il y a un boulanger qui a un paquet de monnaie du village, en gros, un paquet de monnaie du village, et il y a un autre boulanger qui veut s'installer. Est-ce que je peux faire du pain? Le boulanger, il dit, non, en fait, t'as une majorité de tokens, c'est le boulanger qui l'a, il dit, non, toi, en gros, tu feras pas de pain, toi. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Oui, là, c'était ça, je pensais que derrière, eux, ils voulaient pas que le bridge concurrent soit utilisé, ce qui aurait permis au bridge concurrent d'avoir pas mal d'argent, je pense, qui rentre. Et eux de perdre des parts de marché, on dit non, on va utiliser nos tokens. C'est drôle, c'est donc voilà, c'est un bon moyen de. Je veux dire, c'est comme si t'arrivais demain, tu te dis, voilà, ton resto, ils vendent du Coca, on va installer Pepsi, Coca, il va t'appeler, il va dire, attends, si tu installes du Pepsi, moi, ton Coca, je te le vends 2 fois plus cher. Bon, non, au final, on va regarder que du Coca, non, mais c'est typiquement ça, c'est des monopoles et. Les gens, ils ont un pouvoir, ça leur permet un pouvoir énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Comme quoi, ça, c'est des dangers de la DAO aussi, hein. C'est ça, c'est que c'est derrière, en fait, mais c'est le problème qui gouverne derrière réellement, qui sont les positions, les DAO, c'est très complexe, hein. C'est pas si décentralisé que ça, des fois, hein. Ouais, c'est vrai. Ça l'est à partir du moment où il y a une limite, je pense, de tokens attribués aux gens, tu vois. Tu peux avoir de dominance. Le problème, tu peux pas savoir combien en fait, une personne, elle est derrière combien de wallets. Tu peux faire un générateur de wallets, obtenir 10 000 wallets, hein. Ah oui, c'est il y avait eu une histoire, il y avait eu un truc comme ça sur un drop de NFT, je sais plus c'était quelle collection. Je crois que c'était une grosse collection, je sais plus c'était je crois une collection style Nike ou autre. Je sais plus, Adidas. Enfin, c'était une collection, je crois que c'était de mode, de officiel. En fait, normalement, c'était limité à une personne.
Et donc, ce que la personne avait fait, c'est qu'elle avait généré, je crois qu'elle avait généré des wallets, pas des wallets, plutôt des smart contracts à la volée, et tout un paquet correspondait, il avait généré un smart contract par NFT. Hier, bah, il achetait la NFT avec ce smart contract, et une fois qu'il l'avait acheté avec le smart contract, il s'est envoyé sur son adresse. Et il avait acheté, je crois, toute la collection comme ça. Il avait mis ça comme ça, il avait imité toute la collection comme ça, il avait tout récupéré. Par contre, il y a monopole, tu vois, le gars, il a monopole de la pompe. Non, il avait récupéré je crois, il avait imité toute la collection pour lui tout seul comme ça. C'était pas embêté, il avait fait ça je crois, il avait fait ça en une transaction, il avait récupéré toute la collection. Comme quoi, tu veux pas t'amuser enfin, t'as toujours des garde-fous contre ça, mais et encore quoi, ça te protège pas forcément à 100%. Et voilà, la personne avait trouvé une faille dans cette histoire, tu peux pas t'amuser à dire bah non, on va bloquer qu'un contrat quoi. Et justement, par exemple, tout ça, de sécurité, tu sais, quand on est sur la blockchain et tout, quoi. Au niveau sécurité, il y a, enfin, je veux dire, ça prend une part énorme ou pas? Moi, je veux dire, dans tout ce qui est dev, hein, je parle pas dans le fonctionnement, mais dans le développement. Oui, en fait, il faut voir que le problème, par exemple, typiquement avec Solidity, c'est que c'est pas difficile de coder un smart contract. Solidity, c'est un langage qui reste assez simple, même limite trop simple, ce qui fait que pour faire des choses complexes, ça demande énormément de temps, de code, autre. Mais c'est vraiment le point de vue sécurité qui, lui, est complexe. D'accord. Donc ça peut vous prendre une fonctionnalité, vous allez mettre 1 heure à la coder, mais vous allez mettre un jour à la tester, quoi. Il faut vraiment... moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens et vraiment, c'est un point très important aussi lors des entretiens, c'est de connaître tout ça, les différents hacks possibles, comment s'en prémunir. Et voilà, c'est des choses à savoir. Et derrière aussi, il y a beaucoup de tests à faire sur les smart contracts. Et des audits, mais bon, les audits ça protège pas. Je crois qu'il y avait le dernier hack je crois que c'était Phantom ou autre. Il y avait le truc qui avait été audité, je sais plus c'était 3 fois. Il avait été audité par 3 auditeurs différents, donc 3 boîtes qui sont quand même un peu reconnues dans le milieu. Mais malgré ça, ils avaient pu être hackés. Donc ça protège pas tout. Donc la personne, elle peut s'amuser à faire ses tests, à vérifier qu'il y a que ça il y a pas de problème de ce côté-là. Les auditeurs ils vont passer et pourtant moi j'en ai fait des audits, j'ai travaillé des auditeurs et ils vont assez loin dans les tests. Okay. Mais malgré tout ça, tu peux toujours avoir quand même des failles qui existent. Comme quoi, et voilà quoi. Tu peux mettre certifié par Certic machin pour finir. Ouais, c'est ça. Là, il y en a pas mal qui ont été, la plupart qui ont été hackés, les gros protocoles, ils étaient audités quoi de toute façon. Donc c'est pas, ça te protège pas à 100%, ça te protège à 90%. Tu peux te dire voilà, il y a pas ça, mais t'es jamais à l'abri d'être découvert d'une nouvelle faille ou un mec un peu malin découvre un nouveau truc et dit ah tiens j'ai trouvé ça, on peut faire comme ça. C'était un truc qui était pas connu jusqu'à jour quoi. C'est une faille 0D un peu quoi, comme une faille 0D et qui invente un nouveau hack quoi, un nouvel hack. Et bon, des fois aussi, le problème quand il fait ça, qu'il découvre un nouveau truc, c'est qu'en fait, t'as tout un paquet de smart contracts qui risque d'être impacté parce qu'elle est présente chez eux aussi. Et bon, la plupart du temps, il y en a, ils sont pas évolutifs. Il y a des smart contracts, donc tu peux pas les mettre à jour. Le seul moyen, c'est de sortir les fonds du smart contract. Si tu peux, quoi. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que, ouais, franchement, en vrai, moi, je suis pas du tout dev, mais en vrai, je comprends un peu, tu vois, le délire, quoi. Mais en fait, ouais, admettons, tu viens à trouver une faille sur un des protocoles, tu te dis, ça se peut, il y a plusieurs protocoles qui sont touchés, tu vois. Et tu te dis, en fait, tu peux récupérer aussi là et là, quoi. C'est pas ça? Ouais, typiquement, le hack qu'ils ont fait là dernièrement sur Curve, ouais. C'est sur une certaine version de Viper, donc il y a des mecs qui sont amusés à voir combien il y a de smart contracts avec cette version de Viper qui sont déployés sur le blockchain. Et je crois qu'il y en a une centaine possiblement qui ont cette version. Après, est-ce qu'ils ont ces hacks dispo précisément, je sais pas. Mais il y a une possibilité que dans ces centaines, il y en a 5 ou 10 qui sont impactés par cette faille de sécurité et donc hackables. Mais bon, tous n'ont pas forcément de l'argent dessus. C'est vraiment, je crois que c'était un truc particulier. Il fallait que tu puisses, ça soit des pools, je crois, en ETH.
Après, voilà, il faut utiliser le réentrant aussi, il faut qu'ils implémentent telle fonctionnalité, qu'ils utilisent des tokens natifs. Si t'es pas dans cette configuration-là, ce hack n'est pas vraiment exploitable. Donc en fait, ça limite quand même. Mais voilà, ça reste possible. Ah, tu peux pas faire n'importe quoi, il faut quand même qu'il y ait des conditions. Oui, suivant les hacks, ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'il a cette version de Hyper que tu pourras le hacker, mais s'il a cette version de Hyper qui a cette fonctionnalité et ça, là tu pourras possiblement le hacker, quoi. Ok. Et voilà, quoi. Et C'est pour ça aussi que. donc, mais pour celui qui, admettons, qui veut créer sa crypto, il y a des dangers comme ça ou, enfin, admettons, je prends la dernière fois, il y a des membres qui sont venus et en fait, tu vois, ils sont à fond dans Side. Side, ben, tu peux créer ta crypto avec Side. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes genre sur le genre de crypto? Ce qui fait qu'en fait tous ceux qui auraient créé la crypto via Side pourraient être impactés. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont implémenté, mais sur les ERC20, c'est assez rare qu'il y ait des hacks. Ouais. C'est des fonctionnalités assez simples. Et bon, souvent, je sais pas si tu connais OpenZeppelin, qui, en fait, c'est une boîte qui crée eux, ils font des templates de smart contracts. Donc, ils ont des templates pour des NFT, pour des RC20. C'est quoi ça, des templates de... Et, en fait, c'est un code tout prêt. Ah, des templates. Ouais, template. Et donc, t'as des... ouais, désolé. Template, ouais. Et donc, en fait, tu peux directement prendre le code chez eux. Ils ont même un générateur, si tu veux, qui te génère, tu dis, bah, moi, je veux faire une ERC20 avec un système de burn, de vote et autres. Et tu lui donnes le nom truc et il te génère le code. T'as plus qu'à, après, copier le code dans Remix, IDE ou autre et le déployer. Et en fait, souvent, 90% du temps, ça vient de là. Donc, ils sont assez prouvés parce que 90% des personnes qui ont émis le RC20, ils ont émis avec ça. Voilà, la plupart du temps, il n'y a pas de faille. Là, il commence souvent à avoir des failles, c'est quand la personne implémente des fonctionnalités spécifiques. Où elle peut mettre en système, typiquement, elle va mettre des systèmes de droit suivant je sais pas, moi, les taxes et autres. Dire moi je vais mettre 5% de taxes pour le honneur ou autre, je vais mettre des trucs où je peux changer le honneur, telle personne va être le truc et là quand ils commencent à rajouter les fonctionnalités, c'est là que possiblement il y a des hacks qui puissent se venir, mais jusque là sur des ERC20 c'est rare quoi. Souvent c'est ce qui vient autour quand tu vas mettre ton ERC20 dans un autre protocole et que la personne en fait elle a le pouvoir de voler l'argent qui est sur le protocole. Backdoor, tout ça. Ce genre de choses. Ouais, c'est ça, ou pas forcément un backdoor, mais typiquement quand ils découvrent, voilà, comme là, le dernier hack sur Cure, les problèmes, c'est que, toi, t'as déposé tes tokens dessus pour avoir des rendements, on pique les tokens, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus retirer tes tokens, ils sont plus là. Et eux, ils te garantissent Cure, ils vont pas te dire, voilà, on va te rembourser tes tokens. Ils vont dire peut-être au pire 5-10%, mais ils pourront pas. S'ils sont fait hacker 200 ou 300 millions, et ils les ont pas, ils pourront pas. Donc toi, si t'as posé 500 000 $ dessus, c'est un peu comme pour FTX et Luna, tu peux espérer, mais... faut diversifier. Quand t'es investisseur, faut diversifier, faut pas tout mettre all-in sur ton... Admettons, sur ouais, c'est ça, t'es jamais à l'abri de ça. Faut vraiment, surtout du DEX. Ouais, au-delà du hack, des fois, t'as des fois les propriétaires du protocole qui sortent de l'argent, hein, ça arrive. Hein. Il y en a qui au bout d'un moment se disent oh il y a tant que ça sur le protocole. Moi voilà, j'ai plus besoin de travailler de ma vie, je peux partir dans un pays sur une île, je m'achète une île et voilà quoi. C'est des choses qui arrivent. Moi, je crois qu'il y avait une histoire justement sur le dernier hack là sur Curve. Il disait que c'était un des wallets qui avait été utilisé sur le hack de FTX. Ah bah oui. Il y a eu derrière en fait FTX, les fonds qui sortaient, c'était bizarre quoi. Mais FTX, on se demandait si c'était un mec de chez FTX ou. Cette histoire elle est toujours pas résolue. Hein. En vrai, l'histoire FTX n'est toujours pas il y avait des zones d'ombre, mais c'est un truc de malade. Hein. Ça, oui, le fait qu'il a financé une partie de campagne de sénateurs, je crois, démocrates, derrière qu'il y a peut-être de l'argent, en fait, il pensait qu'il y avait un circuit Ukraine, démocrate, Ukraine, FTX, enfin, une espèce de blanchiment, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, il y a toute une... C'est particulier. Ouais, le mec est en prison,
lendemain il est plus là, enfin tu vois, tu comprends pas trop ce qui se Ah, passe. mais ça, c'est. C'est Non. chelou. C'est vraiment chelou. Toi, tu fais la même chose. Tu vas en prison direct. Toi, tu fais tu fais un centième de ce qu'il a fait, Samy. Ouais, et je pense que les Français t'arrêtent et t'extrades aux États-Unis. Ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent ça, quoi. Tu vois. Mais lui, non, il est parlé tout de suite, mais il y a eu tellement de pression en fait du public et là ils se sont dit bon, on va quand même faire quelque chose parce que c'est un peu bizarre, quoi. On a des millions de gars qui sont là, attends, il nous a piqué notre thune et vous faites rien, quoi. C'est ça, mais il y a pire que ça en vrai. Moi j'ai déjà vu en gros des millionnaires crypto qui se fassent liquider du jour au lendemain sans pression. Tu vois, genre, bon, on l'a retrouvé mort sur le parking, on sait pas pourquoi. Mais tu sais, Non, vraiment, il y a beaucoup d'histoires comme ça, on n'en parle pas trop, mais et des phénomènes comme ça. bah, Et il y avait même, je crois qu'il y avait même un article où je sais pas, il y avait un mec sur Twitter qui a dit bah les gars, si je retweete pas demain, je suis mort, c'est que je suis mort. Et en effet, le mec il est mort. Parce que je sais plus, il y avait des trucs chelous quoi. je connais quelqu'un, s'était fait braquer, je crois. Je crois il savait qu'il avait pas mal de crypto. Et qu'ils ont appris ça et qu'ils ont fait en fait, pendant qu'il était en voiture dans une petite route de campagne, et ils l'ont arrêté comme ça avec des armes et ils lui ont demandé, voilà, de l'argent. C'est chaud. Et il y a eu, l'histoire, en fait, dernièrement, il y a pas mal de temps quand même, je crois. C'était il y a un an ou deux, le hack de Ledger. Ouais. Quand ils ont hacké Ledger, en fait, ce qui s'est passé, ils ont récupéré les noms, les adresses des personnes qui avaient commandé le Ledger. Et donc, je crois qu'il y avait des gens, justement, ils se sont fait braquer à cause de ça, quoi. Les gens, ils sont venus chez eux, ils savaient que la personne possédait un ledger, typiquement des cryptos. Parce que le crypto, pour le coup, tu crées un wallet, un paper wallet, tu vas braquer la personne, tu dis envoie-moi l'argent dessus. Ouais. Et c'est instantané, et après, il peut pas la récupérer, c'est pas comme une banque, hein. Là, t'es pas protégé, si la personne, elle fait ça, ton argent, il est parti et tu le reverras pas. C'est ça, c'est sûr. Et bon, après, au bout d'un moment, ils se débrouillent par un autre pays de la récupérer, voilà, quoi. C'est toujours moyen de blanchir ça plus facilement qu'un braquage, quoi. Alors, ceux qui regardent la vidéo, j'ai pas de crypto, je fais ça par passion. J'ai pas de problème. Le mieux, c'est de pas trop en avoir, de faire comme il avait fait Asher, parce que c'est arrivé la même chose, c'est qu'il utilise du multisig. Et donc en fait, pour transférer la crypto, il fallait plusieurs clés. Et en fait, des clés qui n'étaient pas typiquement, je pense que c'était celles de son entreprise ou c'est d'autres personnes de son entreprise qui devaient aussi signer pour faire les transactions. Ah ouais. Donc il peut pas lui faire sortir l'argent de son entreprise comme ça. Il faut que les autres personnes approuvent, ce qui évite justement ce genre de vol, quoi. Asher, en fait, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Quand tu commences la crypto, tu vas voir Asher et lui il te dit comment ça fonctionne. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, il avait raconté, c'était justement lui. On lui avait fait ça, quoi. Il est arrivé chez lui, quelqu'un qui le suivait et qui l'avait mis en joue, je crois. Je sais plus si c'était un couteau ou un pistolet, mais il avait raconté que c'était arrivé. J'ai pas entendu ça. Je vais checker. Tu sais, il l'a témoigné dans une vidéo, mais voilà, c'est pour ça. Après, comme tu dis, diversifier, ne pas avoir tout en crypto. Et au bout d'un moment, il faut sortir du Ponzi. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et toi, tu le vois comment le prochain bull run? Je sais pas quand il arrive, hein. Je suis pas conseiller financier, mais après, bon, il y en a, ils disent c'est la saison, mais bon, j'ai pas l'impression que les haltes, elles s'en sortent si bien et c'est jamais les mêmes. Donc, tu sais qu'ils ont des haltes, attendez-vous à vous faire purifier quand même. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, c'est le coup Bitcoin et Ethereum depuis quelques temps et en dehors de celle-là, c'est bien plus de risques. Ouais, non mais je comprends. Mais bon, je suis pas conseiller financier, je ne vous conseille pas d'acheter ces deux assets. Mais disons que c'est les assets il semble avoir le moins de risques, mais aussi potentiellement le moins de gains possible. Vous n'allez pas faire un x10, je pense. C'est pas possible de faire. Ça m'étonnerait qu'il y ait un x10 sur le prochain bull run avec ces cryptos, parce que déjà elles sont assez fortement évaluées. Ouais. Mais c'est possible que demain il y a une crypto pas très connue aujourd'hui qui fasse son jeu, quoi. Enfin qui fasse son trou et qui fait un x100, x1000. Je pense et qu'il soit pas un shitcoin, quoi. Non, moi je pense qu'il y aura peut-être quand même une crypto avec quand même de la fonctionnalité qui risque de dépasser un peu. En fait, tu vois, il va y avoir une histoire d'obsolescence bientôt au niveau des cryptos. J'ai l'impression que, il y a des nouvelles versions
en fait, en gros, des nouvelles versions de choses qui existent déjà qui vont peut-être surpasser les choses. Donc à un moment donné, les anciennes choses, ça va devenir obsolète. Bon, je ne suis pas en train de dénigrer les cryptos, genre, non, je vais rien dire parce que je vais me faire descendre. mais en vrai, moi je trouve qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, je le dis ou je le dis pas. je dis pas. Bon, comme tu veux. Après, perso, moi je trouve qu'Ethereum, un jour, ça peut-être basculer. Aïe aïe aïe, non mais. En fait, Ethereum, je veux dire, c'est toujours sur le numéro un au niveau des volumes d'ATVL. Ouais. C'est là où il y a plus d'argent, en fait. Ça a beau être une blockchain qui est pas très rapide et autres, mais c'est là où il y a plus d'argent. Et de toute façon, maintenant, toutes les L2, en fait, elles utilisent des Ethers par défaut, quoi. Donc, tu veux aller sur Linea, tu veux aller sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base. Je veux dire, 90%, en fait, l'asset de base, c'est de l'Ethereum. Donc, il faut que tu achètes quand même de l'Ethereum sur la blockchain Ether. Ethereum, enfin de l'Ether sur la blockchain Ethereum, pour la bridger après sur une autre. Donc, la crypto en elle-même, elle reste super utile et même de plus en plus utilisée, quoi. Donc, pour moi, Ethereum n'est pas prêt de tomber. D'accord. Mais le problème, c'est toutes les autres L1, quoi. Typiquement, Polygon, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'il y a Cielo aussi. Et en fait, il y en a qui veulent devenir des L2, qui étaient des L1. Et au final, ils deviennent des L2. Mais si elle marchait déjà pour un L1, je vois pas pourquoi elle marcherait en L2. Ah, je vois. Oui, je veux dire, je veux faire comme les autres, mais c'est pas ça qui va les sauver. Si elle marchait déjà pas en L1, pourquoi en L2 elle marcherait, quoi. Et bon, il y a déjà il y a tellement de blockchains. Ouais. Je veux dire, il y en a plein qui vont juste avoir une petite part de marché, qui vont disparaître. Moi, j'étais sur des blockchains il y a quelques années. Enfin, elles ont été hype à un moment donné. Maintenant, typiquement, il y a le Chia au bout d'un moment, je sais pas si tu t'en rappelles, qui était, tu minais avec des disques durs. Ils avaient fait une rupture mondiale des disques durs, pratiquement les prix étaient envolés. Et le truc, c'est le blockchain de 2 jours. Il y a quelques blockchains aussi qui ont aussi leur trou, en fait, quand Ethereum est passé aux pauses, où en fait, eux, ils ont voulu profiter de toutes les cartes graphiques qui étaient sur le marché. Mais j'ai pas l'impression que celles-là ont vraiment décollé, quoi. C'est plus de la spéculation. Ouais. Et voilà, enfin, après, il y a les trucs, typiquement, moi, j'entends parler souvent des trucs comme Tezos et autres, mais j'ai jamais utilisé de ma vie. Et qui c'est qui utilise Tezos? Moi, je trouve que c'est français, Tezos. Oui. Je sais pas du tout, mais il y a plein de blockchains qui sont en française. Il y a, par exemple, je crois, il y a IDEX qui est française. Enfin, je crois que c'est plus ça, IDEX. Il y en a une. Il y a ICP qui est suisse, je pourrais même pas dire ce qu'elle fait. Je crois qu'elle fait tellement de choses que c'est dur à définir, mais qui a pas l'air qu'ils sont utilisés que ça. Et en fait, il y a plein de projets comme ça où, en fait, tu sais pas trop ce qu'elles font et tout. Elles sont là. Ils ont eu leur hype, mais derrière, au final, les gens, ils arrivent, ils vont toujours sur la BSC, sur Ethereum, mais les autres, ils ont utilisé un petit peu, quoi. Mais ça, c'est une question de fric, parce que niveau fric, je veux dire, le market cap global de la crypto-monnaie, il est pas si élevé que ça, en vrai, on peut se mentir, mais tu vois, ils attendent quoi, pour sortir le gros gagnant, en fait, de tout ça. Ce qu'on attend, c'est le fric, en fait, parce que là, à part quand il y a des bull runs, ok, t'as une paire de milliards, mais sinon, c'est pas grand, je sais pas. Non, il y a très peu de chance. Faut que je regarde. C'est pour ça que tu fais manipuler les cours. Bah oui. C'est pour ça que tu peux manipuler les cours. Il y avait, je crois que la dernière fois, il y avait Nvidia qui avait fait 20% sur la journée, les actions de Nvidia, et je crois que c'est 20% d'augmentation de l'action de Nvidia, c'était beaucoup plus que toutes les market cap réunis des cryptos. Ah oui, c'est ça. Alors que c'est que 20% d'une action, d'une société. Il n'y a pas grand monde qui connaît Nvidia. Hein. Je veux dire, vraiment, si tu es dans l'informatique, tu connais, mais les gens lambda dans la rue, tu vas dire Nvidia. Apple, tu vois, ça lave complètement Bitcoin. Franchement, on est bon. Oui, non, oui. C'est un truc de mal. Je sais pas mais c'est pour ça que c'est assez facile à manipuler, parce que derrière, il y a un gros qui arrive, il peut poser 1 milliard sur n'importe quel crypto, le truc il monte d'un coup et après il peut se dire je revends et voilà, quoi. Ou il peut short une grosse somme sur un truc, le truc si un gars arrive je short d'1 milliard sur le Bitcoin, je pense pas il va continuer à monter beaucoup. Mais JP Morgan qui va arriver, il va
dire bah tiens je vais vraiment couler la crypto, bah il peut vraiment couler la crypto, tu vois, lui, Il pourrait, mais ouais, c'est. ça reste le jeu. Après là, il commence à avoir intérêt, parce qu'il commence à avoir des clients qui sont de modeurs, et donc il y a pas mal de banques enfin de grands groupes qui commencent à vouloir sortir des ETF ou autres. Il commence à, je crois, il y a trois demandes différentes pour un ETF Bitcoin. Après, il y en a aussi un pour un Ethereum. Ouais, il y a BlackRock, mais il n'y a pas que. Ils sont, je crois, 3. Après, maintenant aussi, il y a des grosses institutions. En France, le premier qui a eu l'agrément PSAN, je crois que c'est une filiale de la Société Générale, si je ne me trompe pas. D'accord. Et donc, il y a les grosses institutions, parce que derrière, il y a aussi une demande. Il y a une forte demande. Moi, j'étais à une conférence où ils parlaient justement, en France, en tout cas, c'était, je crois, Cohen & House qui faisait ça avec le cabinet d'avocats Deloitte. Et il disait qu'en fait, tu as beaucoup de grosses sociétés qui utilisent typiquement la crypto pour faire des transferts monétaires. Ça permet des fois de faire des transferts monétaires instantanés avec les clients avec très peu de frais. Et ça évite de s'amuser à faire des échanges dans tous les sens et perdre des frais énormes sur l'échange. Donc eux, ils arrivent, ils ont du USDC, du USDT ou autre. Et un client, il dit, moi j'ai besoin de $100 000. Le gars, il peut le payer pratiquement instantanément ces $100 000. Et très peu de frais, quoi. Ouais, c'est un peu hors des radars, tu vois, c'est un peu. Voilà, tu vois, tout ce qui est éthique. Non, là vraiment c'est dans un point. Là c'est vraiment tout est tracé, tout est fait carré, mais ça permet de faire des paiements instantanés. En fait, ça coûte moins cher. Toi, tu vas à ta banque, tu dis je vais faire un transfert de 100 000, 1 million. Ils vont te dire déjà tu vas pas arriver à transfert instantané, il va falloir faire une demande. Peut-être que si tu tapes en plus les USD, tu vas te retrouver à faire des euros vers USD avec des frais conséquents. Puis derrière, je sais pas s'il n'y a pas des frais de transfert interbancaire ou autre. Et au final, l'argent que ça coûte, le temps que ça prend, c'est moins intéressant. C'est tout le temps. Je veux dire, tout ça, que quoi, tu vas arriver tes cryptos, tu vas dire, moi j'ai des euros, je vais acheter des USD. Les gars vont dire, ok, il y a 0,1% de frais de conversion. Et après, quand tu vas envoyer ton argent, ça va te coûter 30 centimes. Et au final, tu as économisé peut-être 10-15 000 dollars dans l'opération. Et 2 jours, quoi. Au lieu de l'avoir fait en 2 jours, tu l'as fait instantanément. Et en fait, c'était un gros cas d'utilisation, en fait, qu'ils disaient chez les clients. C'était beaucoup pour ça, en fait. C'était des transferts, ou même eux-mêmes entre les filiales d'un pays, d'un autre, quoi. Pour faire des transferts, ça permettait d'aller plus vite et d'avoir les fonds instantanément entre l'autre filiale. Et c'était une principale porte d'entrée en fait de la crypto. Après, ils s'amusent pas à aller sur PancakeSwap ou autre, ou sur Uniswap, acheter du PP, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est quand même un peu le. Enfin, tu sais, des gens qui ont de l'argent, ils font un peu mumuse dessus, tu vois. C'est un peu. Ouais, c'est ça, moi. Quand tu commences, soit t'arrives avec 50, 100 euros, tu transpires. Et là, tu vois un mec, il achète 10 000 dollars, et tu sais quoi, ça? C'est ça. C'est exactement ça. Tu mets 50, tu vois que ça vaut 200, tu waouh! Il a mis 100 euros, il a 100 000 euros. J'en connais quelques-uns qui sont enrichis grâce à ça. C'est rare, mais j'en connais quelques-uns. Je connais qu'ils ont. Ouais, j'en ai croisé un une fois. J'ai travaillé pour quelqu'un, justement, il s'était enrichi. Je sais pas combien il avait mis. Il avait sur des shitcoins, je crois, il avait 800 ou 1000 euros et il était même jusqu'à 500 000 en fait. Il avait des alpha calls, quelque chose? Non, il m'a dit, je me suis réveillé un matin, j'avais mis 100 ou 1000 euros dans le truc, je sais plus combien il avait mis. Il se réveillait le lendemain, il valait 100 000 et quelques ou 200 000. Après, avec ces 100 000, il a continué à parier, il est monté à 500 000, je crois. Il est monté plus, mais il a reperdu, redescendu dans là, et il est monté à 500 000, il a encaissé, quoi. Mais voilà, en fait, c'est voilà, comme partout, tu vois, ils disent, ils reversent 90% des mises, mais en fait, les 90% des mises, elles vont sur 2% des joueurs, donc il y a 98% des gens qui ont perdu. Parce que quand tu dis 90%, c'est pas 80% de gagnants. Ça veut dire qu'il y a peut-être 1 ou 2% des personnes qui ont gagné, c'est 90%, quoi. Ça marche pas comme ça, sinon, en fait, toi, tu gagnerais pratiquement rien, ou tu perdrais juste un petit peu à chaque fois. C'est toujours pareil, c'est qu'en fait, il y a un gagnant pour 100 perdants, quoi. Mais voilà, sinon, j'ai croisé des gens qui étaient là depuis le début de la crypto. Donc, des gens, ils ont eu des propriétaires, typiquement comment ça s'appelle, des CryptoPunks et autres.
Genre, la personne me disait, ouais, j'avais acheté les crypto pocket de Ethereum, j'ai revendu à 60 Ethereum. Purée. Je suis d'accord. En plus, je crois à l'époque, il était à 4000 dollars, donc je sais pas le calcul. Mais... Laisse tomber. J'ai mis 8000 dollars, j'ai fait 240 000. Ouais, mais je sais pas, enfin, moi je suis un peu partagé sur le fait que l'âge d'or est passé ou pas, tu vois, enfin. Après, je pense que l'âge d'or des NFT, lui, c'est passé. Ouais. En tout cas, il n'y a plus du tout les mêmes volumes, c'est plus pareil, c'est tac. Et bon, la réalité de 98% des NFT, ou même 99%, c'est rien, quoi. C'est juste une collection d'images et c'est tout, quoi. Mais il y aura d'autres utilités, typiquement les NFT, ça, tu peux faire les jeux vidéo, je pense, la billetterie, tout ça, l'accès à certains événements, ou déblocage de certains trucs comme ça. Ou même plus, parce qu'en fait, le NFT, moi j'avais croisé une personne, en fait son projet c'est qu'il faisait des portefeuilles numériques avec le NFT où il stockait typiquement les cryptos dedans. Donc en fait, toi tu voulais faire un portefeuille avec plusieurs tokens, et en fait c'était les NFT qui contenaient le portefeuille, par exemple il allait y avoir 5% d'Ethereum, 10% de Bitcoin, et ainsi de suite. Et en fait il te permettait de dupliquer instantanément un portefeuille comme ça. Et donc après ils prenaient une petite com quand tu faisais une duplication de portefeuille. Et en fait ton NFT contenait ton portefeuille. Donc après tu pouvais soit solder et récupérer toutes tes cryptos, soit revendre directement ton NFT. Mais voilà, ça permet donc facilement de dupliquer des portefeuilles et autres. Donc tu peux stocker ce que tu veux sur du NFT. Enfin l'image c'est une possibilité, mais parmi tant d'autres. D'accord. Ouais, pour toi, ce que tu veux dire, c'est que le NFT spéculatif, il arrive à son terme, mais le NFT fonctionnel, ça commence, quoi. Enfin, ça se fait, quoi. Oui, ça se fait. Ça reste quand même minoritaire, mais je pense que c'est ça qui sera l'avenir le plus présent, parce que je pense pas que beaucoup de collections d'NFT feront encore beaucoup d'argent dans le futur. Il y en aura sûrement peut-être quelques-unes au prochain bull run, mais ça m'étonnerait que les gens sur le premier, la bull run, enfin sur le bull run actuel avec les NFT, ils vont se dire moi je vais mettre 50 Ethereum sur un singe ou autre, quoi, parce qu'ils savent pertinemment que ça va pas monter jusqu'au ciel, qu'il y en a là il va mettre 50 Ethereum et que possiblement il faudra un demi Ethereum 2 jours après, quoi. C'est pas. On va toujours la même chose, hein, vu le market cap global, c'est pas énorme, quoi, en fait, tu vois. C'est de la spéculation, en fait. C'est de la spéculation. Ouais. Oui, c'est typiquement, c'est purement spéculatif, le NFT. La plupart, en tout cas, il y a les NFT d'art, ça existe, mais c'est assez rare. Je sais que Christie, typiquement, ils avaient fait une vente aux enchères de NFT, mais eux, c'était pas la même chose. Ils ont leur blockchain privée. Et la personne, elle avait, je crois, un grand écran géant qui affichait le NFT chez lui, quoi. C'est pas du tout le même principe. C'est pas comme nous on fait exactement, mais c'est vraiment là pour le coup un NFT art. Mais bon, ça demande une blockchain privée parce que le gars, pour le coup, tu vas pas faire un copier-coller parce que tu vas pas accéder comme ça, c'est son image. Et bon, l'image est dans une telle résolution que tu peux l'amuser à afficher ça sur un écran de 3 mètres par 4 mètres, il sera impeccable, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est pas un Bored Club que tu affiches sur un écran LCD dans ton salon, quoi. C'est une possibilité. Moi, en vrai, il y a quelques artistes que je suis sur Twitter, notamment, que franchement, je suis fan de leur travail, je cache pas, et que moi, ça me dérangerait pas, du genre comme tu dis, acheter une télé, acheter leur NFT et me foutre sur ma télé, parce que tellement, je trouve leur travail un peu. Je sais pas, en fait c'est de l'art, c'est l'accessibilité de chacun, tu vois, mais en vrai, artistique, tu vois. Il y a un problème typiquement, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore reconnu comme droit de propriété. Et ça, c'est quelque chose qui manque, parce qu'il y avait aussi cette pensée des fois, il y a des artistes qui veulent que en achetant ces NFT, tu as un droit de propriété sur l'œuvre, ou que tu as un pourcentage sur la revente de l'œuvre ou autre. Typiquement, la personne va dire, tiens, moi, je veux exposer dans une galerie, je te donne en échange les NFT, qui me permet de financer moi mes travaux, et si jamais le tableau réel se vend, je te donne une part, tu vois. Ouais, d'accord. Ça peut être une possibilité. Il y a des gens qui essaient de faire des choses comme ça, mais c'est pas reconnu. Ou même typiquement, il y en a qui veulent faire leur musique, ça permet d'avoir une certaine droit de propriété sur la musique si la personne le revend ou autre, ou c'est diffusé sur la radio ou autre. Mais légalement,
ça n'a aucune valeur. Mais c'est ce qu'ils aimeraient faire. Mais ça existe, hein, parce que il y a quelques semaines, on a accueilli ici le projet Fire, tu vois. Et eux, c'est pareil, tu vois. Ils avaient en fait, ce qui était pas mal, c'est que eux, ils faisaient des galeries un peu, tu sais, des galeries d'art un peu partout dans le monde. Et en fait, ils exposaient leur NFT. Et en fait, tu pouvais l'acheter, mais en fait, c'est un NFT unique, tu vois. C'est vraiment. Et après, en fait, tu avais une deuxième collection où tu pouvais acheter les NFT, mais en format un peu plus, tu vois, un peu moins, tu sais, bah, tu vois, c'est en plusieurs exemplaires, mais il était plus réduit, tu vois. C'est pas le même format, tu vois. Mais tu vois, tu avais vraiment la différence entre l'œuvre originale et un peu pas la copie, mais l'œuvre, mais version là, plus light, si je peux me permettre, hein. Désolé, hein, mais pour moi c'était ça, tu vois. Et moi je trouvais ça vraiment pas mal, tu vois. Vraiment au niveau de l'art. En fait, ça fait qu'en fait tu as deux trucs. T'as vraiment l'œuvre, la vraie œuvre qui va coûter plus cher, tu vois. Et à côté, en fait, pour le fan de l'œuvre ou de l'artiste, et tu avais toujours la possibilité d'acheter la NFT, quoi, qui provient du même artiste, quoi, pour le coup. Oui, après, il y a vraiment tout un tas de cas d'utilisation derrière le NFT. On voit en tout cas que c'est le début. Ça a commencé surtout par d'un point de vue spéculatif. Comme l'un des problèmes, c'est que en fait, l'image qui est liée, elle n'est pas vraiment linkée avec le NFT. Tu n'es pas à l'abri que cette image disparaisse. Demain, IPFS, il n'y a pas assez de nœuds, c'est plus utilisé ou autre. Ton image elle est stockée dessus, tu la vois plus, quoi. Ton NFT il est plus relié. C'est possible, hein. Ça peut disparaître. Ouais, en fait, IPFS c'est un système de nœuds. C'est des gens qui les hébergent. Ça peut être particulier ou privé. Après, des fois ils sont répliqués. Mais typiquement, demain il y a, je sais pas, Pinata qui est un des plus gros leaders dessus au niveau qui héberge des NFT. Si demain Pinata il est plus là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une partie des NFT qui disparaissent. Hein. Moi j'étais convaincu que les NFT, genre, ça c'est plus blockchain, IPFS. Ah, ok, d'accord. Ok. Il y a oui, je crois qu'il est lui est blockchain. Je sais pas comment il fonctionne, je peux pas dire plus, mais IPFS c'est un système de nœuds que tu installes sur ton PC où tu héberges des images. Et après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux répliquer les images sur d'autres nœuds. Ce qui fait qu'elles sont aussi stockées dedans. Mais après, soit tu la stockes temporairement. En fait, je crois que quand la personne requête ton serveur et qui t'affiche l'image, ça reste dans une zone temporaire. Soit tu la stockes vraiment dans le serveur, tu peux faire des réplications, ce qui est fait pour éviter, s'il y en a un qui pète, l'image disparaît. Mais s'il y a tout un tas de serveurs, si comme par hasard, par je ne sais pas quel miracle ou malchance, les serveurs qui stockaient cette image répliquée disparaissent, ces images ne sont pas répliquées sur tous les serveurs IPFS. Elles disparaissaient tout, quoi. Je veux dire, à part si, je crois que si la personne qui a fait l'image, qui le renvoie être exactement la même sur IPFS, il y a moyen que ça redonne le même hash. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a moyen que ça redonne le même hash derrière la rapace, mais voilà, t'es pas à l'abri qu'un jour IPFS s'arrête ou que c'est plus assez utilisé, que tu as une partie des images, des collections disparaissent. Bon, en gros, ça revient à centraliser parce qu'en fait, c'est comme si tu coupais le serveur et basta, quoi. En fait, IPFS est décentralisé, mais disons que contrairement à une blockchain où chaque nœud héberge les données, donc même si demain tu arrêtes 80% des nœuds Bitcoin ou Ethereum, les 20% restants, ils auront ces données. Donc tu auras toujours ces NFT qui sont notés dessus, tous ces RC20 qui sont toujours là. C'est pas le cas d'IPFS. IPFS, il y a tellement de données, tu pourrais pas dire, il y a des centaines de terras, chaque personne qui a un nœud, il a pas ces centaines de terras dispo chez lui pour pouvoir stocker une réplique des autres nœuds. D'accord, ok. Donc, c'est pas répliqué de partout, c'est répliqué sur un certain nombre de nœuds. Et toi-même, tu peux lancer un nœud, mettre tes trucs dessus, quoi. Et après, si quelqu'un passe par un autre nœud pour obtenir cette image, je crois que ça se réplique dessus, je sais pas comment ça marche, mais je crois que ça fait ça. Mais si personne n'a fait ça auparavant, et que ton serveur tombe, l'image est plus dispo. C'est pour ça que c'est un des dangers aussi des NFT qui, en fait, le NFT en lui-même est sur la blockchain, mais les assets qui sont liés ne le sont pas forcément.
C'est ça qui était bien avec Bitcoin et Ordinals, c'est que vraiment là pour le coup l'image est sur la blockchain, mais d'ailleurs tu peux plus faire transfert Bitcoin. C'est Ordinals. Donc là c'est pour ça. Et je pense aussi ça c'est un cas d'utilisation qui manque. Il n'y a pas vraiment de blockchain et des blockchains NFT quoi. Ça aurait pu être un cas d'utilisation, quelqu'un qui fait une vraie blockchain NFT, mais qui stocke vraiment le NFT, l'image qui est avec et tout, et qui permettrait de faire ce genre de choses. Comme ça, tu sais que l'image disparaît pas. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être un... Il y a un concept, je veux dire, ils font à peu près toute la même chose maintenant, les blockchains. C'est juste que voilà, ils vont se dire, moi je le fais mieux, je le fais plus rapidement, je le fais plus sécurisé, je le fais plus... C'est ça. Voilà. C'est devenu ça, hein, je veux dire. Mais typiquement, après, moi, j'avais trouvé des projets comme Solana intéressants, puisque vraiment, pour le coup, on avait une blockchain qui était assez rapide et autres, et que derrière, elle n'était pas vraiment décentralisée, et que ça posait il y avait eu plein de petits soucis, quoi. Ça aurait pu être un peu un ETH killer, mais pour le coup, elle est un peu flop. Bon, elle est encore utilisée, mais... Ah non, mais je veux dire, quand le truc il est éteint 12 heures par jour, toutes les 2 semaines, au bout d'un moment, ça porte préjudice. Toi, typiquement, tu veux utiliser un projet sur la blockchain, tu te retrouves à être aussi avec les contraintes de ça. Si demain, toi, tu es un gros industriel ou autre, tu dis, moi, je stocke les données sur la blockchain, elle est en panne, tes données sont plus dispo. Parce que moi, je connais des gens, ils ont des projets, c'est ça, j'avais fait un entretien, ils étaient des messages. En fait, eux, je crois que c'était de la messagerie bancaire sécurisée. C'était une L2 Ethereum. Et donc, en fait, ils hachaient les messages pour avoir une preuve que le message était posté à telle heure, telle info est stockée sur la L2, qui derrière est répliquée sur la L1 Ethereum. Mais qu'est-ce qui se passe si la L1 elle tombe en panne? La L2, je pense qu'elle n'est plus vraiment exploitable. Et derrière, tout ce que tes données, tu peux plus dire, tiens, je peux certifier ce message. Oh, non, attends 12 heures, 24 heures qu'elle soit relancée. Voilà, ou même les jeux vidéo. Je veux dire, les jeux vidéo, s'ils mettent des NFT sur la blockchain et que derrière, elle tombe en panne, je veux dire, le gars, j'imagine, je sais pas, moi, un gros jeu vidéo qui est pas dispo pendant 12-24 heures. Je veux dire qu'il a ses problèmes à lui, plus ses problèmes de la blockchain. Après, un jeu vidéo, c'est moins chiant parce qu'en fait, t'es toujours habitué avec les serveurs, tu sais, que ça tombe en rade. Et puis... Oui, vous avez toujours chier qu'elle est en rade, justement. Justement, là, tu doubles les problèmes, parce que tu as les problèmes du serveur en rade, plus les problèmes de la blockchain en rade. Donc, t'as un SLA qui est très faible, côté. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ça lui a apporté beaucoup préjudice. Mais en soi, ce que ça a apporté, c'est dingue. Moi, je dis, demain, il y a un mec qui fait une Solana V2 vraiment, et qui marche vraiment. Il y a moyen que là, pour le coup, il fasse son trou au moins, qu'il puisse avoir une place dans le top 10. Là, il y a BC qui s'est amusé à faire d'autres blockchains là. Ils ont fait deux nouvelles blockchains L2 sur la première BSC. Il y en a une qui se veut plus rapide et l'autre qui est typiquement pour le stockage des données. D'accord. Je me demande si ça va pas être intéressant pour les NFT, ça. Ou pour toute autre chose, quoi. Et voilà. Ok. Bon, c'est bien. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo là. On a bien discuté, c'est cool. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si celui qui a une question, il peut aller te voir en direct, je pense aussi, non? Il peut aller discuter avec toi. Oui, après en privé, il n'y a aucun souci, je peux répondre. Si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez, je sais pas, si vous avez des projets, je peux les faire. Non, c'est pas gratuit, mais ou si vous avez besoin même d'un devis ou même de conseils, parce qu'il se peut que des fois personne ne demande des conseils, parce qu'on ils voulaient créer des projets. Ils sont pas sûrs et tout, je peux les aider. Parce que voilà. Moi je connais quand même pas mal de builders. Mac aussi dans le domaine. Voilà, ça dépend parce que le problème des blockchains NFT, c'est que il va falloir faire une blockchain qui soit assez grosse niveau stockage, donc en fait elle sera pas tant décentralisée que ça sera que des gros acteurs qui pourront la lancer. C'est aussi un des problèmes d'une blockchain NFT, c'est que derrière tu vas devoir en faire une blockchain qui puisse stocker des terras de données, donc les terras de données, tout le monde n'a pas ça en stockage, ça sera potentiellement que des gros. Et après, il y a des solutions, soit tu peux partir de blockchains déjà existants, et tu as un truc qui s'appelle Substrat, je crois, qui permet de créer des blockchains en fait. Typiquement, je crois que Moonbeam a été fait avec Substrat, si je ne me trompe pas.
Et c'est un SDK pour créer des blockchains. Et ce qui est bien, c'est que quand les gens créent des blockchains avec ça et qu'ils mettent des nouvelles fonctionnalités, ils les partagent souvent. Ce Ah, qui fait que tu peux profiter des fonctionnalités des autres blockchains c'est qui ont été open source quoi, un créées. peu quoi. Je crois, ouais, c'est fait en Rush, je crois. On avait entendu parler. Et c'est utilisé par, il y a des grosses blockchains qui ont été faites avec cette chose qui permet de gagner quand même pas mal de temps. Mais potentiellement après ça peut te coûter sur la complexité. Soit tu prends une blockchain déjà existante, tu la forques comme Optimism et autres. Avalanche permet aussi de faire ça, ce qui a été fait, je crois, entre Amazon et Avalanche aussi. Et donc là, ça peut te coûter quelques centaines, milliers, dizaines de milliers le temps que ça prend. Ou si tu veux vraiment faire un truc de zéro, depuis zéro, là, ça peut te coûter plusieurs centaines à plusieurs millions, quoi. T'as de l'argent placé, Laurence? Je crois que c'est vraiment c'est un truc qui manque. Hein. Je veux dire, vraiment, une blockchain qui stockerait les NFT, c'est une chose. J'ai pas compris pourquoi personne l'a fait sur le moment. Je veux dire, avec la hype qu'il y avait, quoi, il y en a qui avaient le moyen de le faire. Hein. Je veux dire, là, pour le coup, votre NFT est vraiment sécurisé, il est vraiment dans la chaîne, et vraiment, on peut se tester que l'image est là. Et voilà, quoi. Et tu peux faire des systèmes pour éviter qu'une image soit dupliquée sur la blockchain ou je ne sais quoi. Ou Après, en vrai, que tu peux pousser le coup. Tu peux pousser le truc au point de le mec il est obligé de faire KYC. Donc s'il y a des problèmes de droit et autres. après, enfin, en vrai, le système de crypto, ça va très très vite. Hein, donc, en fait, il suffit juste que quelqu'un qui a pas pensé pour que ça arrive pas. Hein, parce que t'imagines ce qui s'est passé Ouais. déjà en 2 ans de temps. Enfin, tout ce qui a été construit en 2 ans de temps, Ouais, c'est incroyable. je Quoi. pense, moi, je pense que la vraie révolution, c'est quand Ethereum a mis en place les smart contracts. Ouais. Là derrière, ben, Hum, là, ça crée tout un tas d'utilisations du use case. Et je pense que là, il y a pas mal de blockchains qui naissent autour de ça avec leur propre techno. D'accord. Et il y en a pas mal qui vont apparaître encore. Et le problème, c'est que chacun fait à sa sauce des fois. Et c'est très dur d'avoir de l'adoption aussi bien au niveau des utilisateurs que des développeurs, parce qu'il faut apprendre des fois des nouveaux langages. Ouais. Et c'est pas simple quand t'as pas forcément envie. Tu dis, il y a pas encore boulot dessus. Ou pourquoi je vais perdre du temps à apprendre ce langage? Est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? C'est Ouais. compliqué. C'est aussi ça, pour ça, des fois, les blockchains, elles galèrent à avoir de l'adoption. C'est qu'ils ont pas, d'un côté, ils n'ont pas les utilisateurs ni les développeurs. Et pour attirer l'un, il faut avoir l'autre. Et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est ça le problème, c'est que tout va très 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 vite en fait. C'est un truc de fou quoi. Enfin, t'imagines un Ouais, langage. c'est. En fait, mettons, on prend un gars de vieux gars, tu vois, c'est le MS-DOS, tu vois. Ça a été utilisé combien de temps, tu vois? Ça a été utilisé peut-être 20 ans, non? J'imagine. Je sais pas. Après, c'est pas un langage en lui-même, c'est un moteur d'exécution, je Ah pense, merde. DOS, c'est lancé. Mais je crois que c'était, je sais pas si c'était du C ou du C++ qui disait. Bon, peut-être à Ouais, l'époque c'était du C. enfin tu vois. C'est du C, je sais pas. Après, si tu peux lancer des scripts et autres. Mais ouais, non, t'as deux langages qui se distinguent sur la blockchain, c'est Solidity et Rust. Ouais, mais Solidity qui est utilisé par la plupart des VM et Rust qui est utilisé par Solana, ça combien de temps que ça existe? Elrond et plein de nouveaux projets, ouais. Ça combien de temps que ça existe aussi, Solidity? Solidity, je crois que ça a été inventé pour la blockchain Ethereum hein, à l'origine. Hein. Ouais. C'est apparu de ça, et donc, mais qui a été de plus en plus utilisé, au tel point que même, je crois, Solana est en train de créer un moteur d'exécution pour faire du Solidity sur la blockchain Solana. Parce que Solana, c'est du Rust. Il y a Elrond qui est du Rust. Starkware, leur nouveau Keiro, c'est très inspiré de Rust. Donc, c'est vraiment ces deux langages, tu peux déjà taper 80-90% des blockchains au niveau smart contract. Mais ça reste Mais cher quand après, même. voilà. Ça reste cher. Bah, Rust aussi qui est assez récent, qui a été créé par Firefox, mais ce qui est bien avec Rust, c'est que tu fais pas forcément que du blockchain, tu peux créer des applications système ou autres, donc c'est pas perdu. Même si si tu fais plus de blockchain, tu peux faire d'autres choses avec Rust. Solidity, c'est que de la blockchain, tu peux pas faire autre chose que de la blockchain. Faut dire, si tu sors du cadre de la blockchain, après, tu peux créer des blockchains en Rust aussi. Donc Rust vraiment, ça va un peu plus loin que ça. Après, bon, bah, le problème, c'est que certaines blockchains ont voulu créer leur propre langage, mais typiquement Flow, la blockchain Flow, ils ont leur propre langage Cadence. Radix a créé leur propre langage, je crois que c'est Crypto. Et bah, derrière, il va falloir de l'adoption. Mais voilà, c'est pour ça aussi, des fois, qu'ils font un peu des hackathons, je pense, des choses comme ça permet aussi d'attirer des développeurs. Ok, Voilà. ça marche. Bon, moi c'est cool. Bon, moi parfois j'ai tout dit, j'ai tout posé les questions que je vais poser. Plus personne? Laurence, plus de questions? Bon, ça doit être bon, je pense.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Bah, Merci. n'hésitez pas, moi je suis sur le Discord en général, si jamais, D'accord. ou en privé, si vous avez des questions un peu plus, aussi bien, ça peut être sur la blockchain, le fonctionnement, ou des trucs un peu plus techniques sur les projets, comment ça marche. Parce que j'ai pas vraiment expliqué comment ça marchait, une app, D'accord. des choses sympas à savoir, Encore c'est merci. souvent c'est un fond. Puis encore Voilà. un grand merci à toi, Utput, d'avoir De accepté rien. l'invitation parce que ça fait toujours plaisir d'être avec des gens qui sont vraiment dans le métier, qui sont vraiment dans le dur en fait, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment. Ta vie c'est ça, ton boulot c'est ça, et ça fait plaisir en fait Ouais. d'avoir vraiment des pros, en fait, des pros de la blockchain parmi nous quoi. Voilà. Moi, j'étais un débutant il n'y a pas si longtemps. Mais bon, c'était tellement jeune ce milieu que. Tout passe vite. Mais c'est un milieu où tout va vite aussi. Ah, c'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est un des milieux où tu peux arriver, maintenant, t'es pas en retard. Tu vois, tu seras toujours dans les premiers à être arrivé. Donc, si vous commencez, il faut pas, Mais oui, c'est pas trop tard. moi, admettons, moi j'y connais rien en dev. Je vais commencer, ça prend du temps, non? Oui, après, je parle pas forcément tant que dev, il y a pas que ça comme métier, mais, tu peux arriver dans le blockchain et faire autre chose que du dev. Il y a pas qu'un seul métier. Ah, bien sûr. Il y en a qui, justement, ils travaillent pour un autre truc. Tu peux travailler pour une banque, une institution, même une industrie. Ah oui, Et oui. tu peux faire un truc aussi comme ça parce que c'est utilisé par les industriels. Je crois que BMW utilise la blockchain, typiquement. Et pour, typiquement, tracer les pièces sont stockées dans la blockchain. Les banques les utilisent en interne. Il y a des blockchains pour faire des transferts internes dans la banque en elle-même. Ils utilisent la blockchain parce que ça marche bien, il y a pas de problème, et voilà, c'est éprouvé et c'est rapide. Pourquoi s'amuser à recoder un truc qui fonctionne, quoi. Mais et voilà, c'est juste les connaissances, pas forcément techniques pour développement, mais fonctionnelles, les possibilités d'être pouvoir conseiller. Tu peux écouter Asher, il t'expliquera ça. Il y a une vidéo sur le métier, je crois, de la blockchain une fois, mais c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont fait ça et ils disaient que t'as pas forcément besoin d'être développeur pour travailler dedans. Quoi. Tu peux être conseiller, il y a tout un truc. Il y a aussi tout ce qui est le métier de community manager, c'est très demandé.